qui nous regardent, qui sont présents avec nous chaque mercredi matin. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre 2025. Il est exactement 8 heures tapantes et ça nous fait plaisir de vous accompagner pendant 80 minutes avec différents plateaux, différents sujets, différents invités aussi. Eh bien, nous, on commence toujours par l'événement du moment puisque c'est l'événement du mois, on va dire, qui a commencé le 1er octobre. C'est l'Octobre Rose avec des invités qui interviendront et qui reviendront sur ce qui s'est passé le week-end passé. Et bien sûr, la nutrition sera présente avec nous tout à l'heure. La formation professionnelle et sa rentrée pour cette matinée, eh bien, on le verra tout à l'heure. On va savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveautés, qu'est-ce qui a été, on va dire, éliminé cette année. Donc, on verra ça avec la directrice du Centre de la formation professionnelle. Bien sûr, le 4e art sera présent avec nous en cette matinée avec la 56e édition du Festival du théâtre amateur. Et bien sûr, nous aurons avec nous des artistes et pas des moindres, un designer qui nous vient c'est un enfant de l'immigration qui sera présent avec nous, qui va investir dans son pays. On le découvrira tout à l'heure avec une artiste plasticienne qui sera présente avec nous, qui va nous montrer, on va dire, ses plateaux. Dernière ligne droite, c'est l'événement de la semaine, bien sûr. C'est l'équipe nationale qui sera à l'honneur et le match, et son match contre la Somalie, puisque c'est la Somalie qui reçoit l'équipe algérienne au stade Miloud Hetfi. Demain à 17 h, on aura des ex-internationaux qui interviendront en cette matinée. Ça va vous faire vraiment plaisir de les revoir. Et bien, comme d'accoutumé, on vous a habitué à commencer avec une très belle chanson. Alors, on va dire interprétée par le rossignol de la chanson Rail, Cheb Mami, qui a signé son retour ces derniers mois. هي الجزاير وعليها وراني حواير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سهل ونقلت عنه ونفك كيف سهل وفريقك نقلت عنه عودها خضراء En fait, vous la chantez mieux que moi.
Bladi hiya al-Jazair. Alors, une très très belle chanson interprétée par une très belle voix, le Rossignol, qui a marqué son retour à Oran, qui a fait plusieurs concerts, notamment le grand concert ici même, le 22 août dernier. Alors, il a affiché complet déjà, bien avant le spectacle qui avait commencé, je pense, vers 23 h, qui a vu sa fin vers les coups de minuit, 1 h du matin. Donc c'était un événement magnifique d'ailleurs. Donc on revient toujours sur l'événement du mois d'Octobre Rose, puisque le week-end passé, on a assisté à l'événement de l'Octobre Rose initié par la société civile, le Croissant Rouge, et bien sûr en collaboration avec la télévision algérienne, puisqu'il y a eu beaucoup de journalistes, des animateurs JT, des animateurs de programmes télévisés de production qui ont participé à ce marathon, où ils ont couru, où ils ont fait le maximum de ce qu'ils peuvent pour sensibiliser pour sensibiliser les femmes à aller se dépister précocement afin d'éviter justement le pire. Alors pour parler de cet événement, pour revenir sur la sensibilisation du cancer, contre le cancer du sein, eh bien nous avons avec nous deux invités, pas des moindres, puisque nous recevons Dr Faiza Moukaran. Alors elle est chef de service de population à la DSP. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Hein. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très intéressant, qui intéresse toute famille algérienne, le cancer du sein. Effectivement. Et bien sûr, nous avons avec nous, alors je pense que c'est sa première télé, alors c'est une bénévole et formatrice au Croissant Rouge, c'est Madame Hana Kerkeb. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation et pour la collaboration en cet Octobre Rose. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on revient sur le marathon qui s'est passé le week-end passé, qui a réuni vraiment beaucoup de femmes étaient là présentes à voir courir, marcher, et puis afin de sensibiliser pour le dépistage précoce contre le cancer du sein. Alors l'impact, quel est l'impact du marathon, que ce soit sur la vie, on va dire, de la DSP, ou alors sous le regard du Croissant Rouge? Alors d'abord, pour commencer, il faut toujours rappeler que le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu. Malheureusement, il est au premier rang chez les cancers chez la femme. Et puis, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme aussi. Mais il est à souligner que le cancer du sein reste un cancer guérissable, voire à 100%, s'il est dépisté précocement. Effectivement. Alors pour cela, la direction de santé de la wilaya d'Oran a tracé un programme donc, qui est sur une multitude d'actions sur la sensibilisation et durant toute l'année. Et dans le cadre aussi de l'année rose, qui est une initiative de la direction de santé pour l'année 2025. Et puis le mois d'octobre, avec une accentuation d'actions durant ce mois, un événement mondial. D'ailleurs, le lancement officiel de cet événement, qui était le 1er octobre 2025, qui était parrainé par M. le Wali de la wilaya d'Oran, où on a marqué la présence des autorités locales, ce qui témoigne justement l'engagement de l'État algérien envers la santé de la femme et la lutte contre le cancer. Effectivement, même le 3 octobre, d'ailleurs, on a vu la présence de M. le Wali Samir Chibani, qui était pratiquement présent sur toutes les étapes, sur tous les fronts aussi, qui était accompagné par Madame Ibtissam Hamlaoui. D'ailleurs, on la remercie d'avoir initié cet événement cette année, qui a été en grande pompe, on va dire, puisqu'il a réuni plusieurs femmes, alors des centaines, voire peut-être ça a atteint peut-être les 1000 femmes. Alors, quel a été l'impact justement de ce marathon à travers le Croissant Rouge, qui était vraiment très présent lors du 3 octobre?
Oui, si on parle du 3 octobre, le marathon rose qu'on avait organisé, les jours d'après, on a vu l'impact sur les gens qui ont été atteints par cette sensibilisation, qui ont compris l'objectif du marathon, qui est attirer l'attention d'un maximum de personnes, de femmes plus précisément pour le dépistage précoce, et aussi pour soutenir les femmes malades, et aussi pour passer le message que l'hygiène de vie, la marche, l'activité physique est importante aussi pour se protéger et pour aussi accompagner l'hygiène de vie pour les personnes malades. Effectivement. Alors là, je reviens vers la DSP. Alors, en marge de ce marathon, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité le jour même? Alors effectivement, donc comme j'avais dit que la direction de santé a lancé déjà un programme durant toute l'année qui est l'année rose, et puis l'accentuation durant le mois d'octobre. D'ailleurs, il y avait l'initiation, et puis il y avait aussi dans la nouvelle stratégie de la wilaya d'Oran qui était en se basant sur un succès qui a été vraiment enregistré durant l'année 2024, où plus de 45 000 femmes ont été sensibilisées et examinées, et avec une couverture de plus de 55 zones éparses de la wilaya. Donc l'objectif de cette année, on va vraiment vers un élargissement, on va dire, du spectre de la sensibilisation en mettant en route une nouvelle stratégie dans la wilaya qui est donc l'intégration du secteur privé qui a été très marquée cette année. Aussi l'intégration du secteur du corps pharmaceutique qui est pour la première fois les pharmaciens donc participent avec nous dans cette sensibilisation. Et puis on compte beaucoup sur la société civile, sur les organisations. Et puis il y a le Croissant Rouge pour la deuxième année consécutive qui participe avec nous dans cette sensibilisation. Voilà. Donc l'objectif est simple et clair, c'est d'atteindre un nombre maximum et d'informer un nombre maximum de femmes de l'intérêt du dépistage précoce de ce cancer. Et quand on parle du cancer du sein, on parle également du cancer du col utérin, du moment que tous les établissements de santé de la wilaya d'Oran sont mobilisés pour effectuer ce dépistage dans le cas de gratuité. Alors parlez-nous un petit peu de votre sortie. D'ailleurs, la DSP est sortie juste assez déplacée au sein de l'établissement public de la télévision algérienne, notamment ici même à la station régionale d'Oran. Donc vous êtes déplacés vers nous, on va dire. Et puis il y a eu toutes les femmes qui travaillent à la télévision algérienne. Elles étaient toutes réunies le jeudi en matinée. Donc parlez-nous un petit peu de cette action parce que il y avait un point très très essentiel qui a attiré mon attention et ça m'a fait vraiment énormément plaisir pour la participation des femmes d'ailleurs qui travaillent à la télévision et en plus l'action qu'a initié, on va dire, la direction de la santé. En parallèle des actions de sensibilisation au niveau des établissements, au niveau des places publiques de la wilaya, il y a 2 caravanes mobiles, 2 caravanes médicales mobiles qui sont mobilisées pour justement couvrir et les zones éparses de la wilaya, mais aussi les lieux de travail. Et comme vous l'avez dit, le jeudi 3 octobre, c'était au niveau du siège de la télévision algérienne. D'ailleurs, on remercie l'équipe de la télévision algérienne de nous accueillir et de nous procurer cette opportunité de lancer notre message de ce dépistage. Très bien. Alors d'ailleurs, le 2 octobre, le jeudi, on a vu quand même la participation de beaucoup de journalistes. Il y en a même nos journalistes, nos collègues qui sont venus d'Alger, qui se sont déplacés d'Alger, qui sont venus là. Donc notamment, je les salue d'ailleurs. Et puis marhaba bihom, même dans une autre occasion. Donc et là, je vais vous poser la question pour les deux, bien sûr, que ce soit le Croissant Rouge ou alors la DSP. Alors puisque cette action de sensibilisation, c'est pas uniquement le mois de l'Octobre Rose, donc c'est toute l'année. Alors quel est votre plan d'action, tous les deux bien sûr, pour sensibiliser et encore sensibiliser, parler sans interruption, afin de sensibiliser encore une fois les femmes, surtout dans les endroits retirés? Exactement, donc c'est la nouvelle stratégie justement de la direction de santé en collaboration avec la société civile. On ne peut pas s'en passer de la société, c'est le lien entre la santé et le citoyen. Donc en 2025, on a lancé
cette initiative d'Année Rose. Donc, ça sera des campagnes de sensibilisation mobilisées vers les zones éparses et les zones éloignées de la wilaya, que chaque établissement de santé va organiser sa caravane mobile dans sa circonscription, et puis en accompagnement, bien sûr, des associations. Bon, le Croissant Rouge? Le Croissant Rouge, c'est toute l'année qu'on fait des caravanes médicales vers les... J'allais arriver aux caravanes. Oui, ben, c'est voilà. bon. Alors, disons, avec toutes les caravanes à travers toute l'Algérie, on est dans la sensibilisation, les consultations, les dépistages durant toute l'année. Seulement qu'au mois d'octobre, il y a une certaine concentration de la sensibilisation. D'ailleurs, on remercie déjà l'UNTV parce qu'avant-hier, j'étais vraiment satisfaite quand on a visité une des zones d'ombre et là, les gens savaient déjà qu'on allait venir. On nous a dit qu'on l'a vu à la télévision. Voilà, ça veut dire que la campagne et la collaboration avec l'UNTV aussi, ça donne déjà ses fruits. Et bon, ça c'est concernant tout le programme. Et en octobre, on a plein d'événements. D'ailleurs, on a fait le marathon et on s'attend à partir du 20, on aura un camp médico-sanitaire où on va recevoir 50 femmes durant une semaine. Ça sera en collaboration avec les services de santé. On aura aussi... Ce camp sera adressé où exactement? Ça sera au village méditerranéen. Ah, très bien. D'ailleurs, on remercie le village pour sa collaboration. On va recevoir, c'est un événement régional qui va réunir 50 femmes de différentes wilayas où ils vont être là-bas, ils vont avoir un suivi médical. Bon, c'est des femmes déjà malades et atteintes de cancer de sein. Alors, ils vont avoir un suivi des contrôles médicaux. Il y aura des spécialistes des services d'oncologie. Oui, voilà. Il y aura aussi un concours sur la nutrition et l'alimentation saine. C'est très important. Voilà. Ce concours est en collaboration avec l'association touristique Zirieb, là où les femmes aussi auront des notions sur l'alimentation saine et l'hygiène de vie. On aura aussi des activités physiques adéquates aux malades. On va recevoir un médecin spécialisé en... un programme bien chargé. Oui, ça donc ça va être le 20. Entre le 20 et le 25 octobre. Très bien, donc toute la semaine, c'est ça? Oui. Très bien. Donc c'est au village méditerranéen. Au village méditerranéen, oui. Très bien. À partir de quelle heure le matin? Ça commencera à quelle heure? C'est toute la journée. Chaque journée, il y aura des ateliers. On aura un programme. À partir de 8h, 9h, 10h? À quelle heure? À partir de 9h, on dira, jusqu'au soir. Bravo. Bravo pour le Croissant Rouge. Merci à la DSP et tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, et surtout sa contribution pour la sensibilisation du dépistage précoce du cancer du sein. Alors, je vous invite à suivre le sujet de l'Octobre Rose. Alors, lecture Ilyes Benziane, on se retrouve juste après. En ce vendredi ensoleillé, la ville d'Oran se réveille tout en couleurs, portant l'espoir avec plusieurs femmes qui ont décidé de courir auprès de plusieurs athlètes dans le but de célébrer la vie. De la place 1er novembre, la présidente de l'Observatoire national de la société civile a donné le coup d'envoi du Marathon Rose avec la participation de plusieurs figures télévisuelles et associatives sous le slogan « Ton dépistage d'aujourd'hui est ton espoir de demain ». Nous avons remarqué un soutien important pour cette opération de sensibilisation de la part des établissements hospitaliers ainsi que le secteur privé, avec des dépistages gratuits pour toutes les femmes. Des caravanes de sensibilisation pour le dépistage précoce sillonnent également les 4 coins du pays au profit des femmes des zones éloignées. ساكنة ولاية وهران ولا كل حتى المنطقة الغربية أن هناك مسرعين دوزاكسيلاراتور راح يدخلوا يوم 10 أكتوبر في التشغيل وهم يعني جاهزين حديثين جدا جدا. Cette initiative de santé et de prévention organisée en collaboration avec la télévision algérienne vise à valoriser la culture préventive et le dépistage précoce en le considérant comme la solution ultime contre le cancer du sein. Je trouve que c'est une bonne initiative qu'on puisse être là pour ces femmes, les soutenir et qu'on puisse avant tout sensibiliser les femmes. C'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère de nos jours. Le mois d'octobre signifie la sensibilisation pour le dépistage précoce contre le cancer du sein. Donc on est là pour un petit peu pousser un peu plus loin, surtout les femmes qui sont
dans les endroits retirés. احنا كمجلس تشجيع اقتصادي هنا في الغرب. En tant que conseil du renouveau économique de l'Ouest, plusieurs hommes et femmes d'affaires sont au chevet des petits-enfants malades. Et nous en avons profité pour leur offrir des petits cadeaux. En marge de cet événement, s'en est suivi une visite à l'hôpital El Hassi, là où le combat quotidien des malades se joint aux efforts harassants du corps médical pour faire face à cette terrible maladie. Et à cette occasion, plusieurs opérations de sensibilisation ont été organisées au niveau de plusieurs régions d'Oran. Eh bien, merci à Ilyes Benziyen avec ce beau sujet. Donc, merci aussi à Mourad Mezouar qui était présent à l'hôpital de l'Hassi, l'émirat Abdelkader, où ils prennent soin des enfants cancéreux. Eh bien, on est là pour leur faire un joli sourire, j'espère, qu'ils sont en train de nous regarder. Nous sommes de tout cœur avec vous et croyez-moi, on vous aime. Voilà, et bien sûr, j'ai parlé de nutrition puisque nous avons avec nous notre nutritionniste, on peut plus se détacher d'elle en fait, c'est Bouchra Belaïfa. Alors elle va nous parler de la nutrition des personnes atteintes de cancer parce qu'il leur faut une certaine alimentation. Donc nous avons avec nous celle qui va nous donner alors tout un programme en fait. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Vous allez bien? Très bien. La baisse? Ravie comme toujours d'être ici. Merci beaucoup. Préféré bien sûr avec toi. Merci. Ravie de te retrouver encore une fois. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous très touche important. Exactement tous. On va parler du cancer donc en général et l'alimentation du cancéreux. Alors quels sont les besoins nutritifs pour une femme qui est atteinte de cancer? En principe, c'est en général, parce que tous les cancéreux, ils passent par des périodes très lugubres de leur vie, que ce soit par la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie aussi. Donc, le nouveau traitement, alors le corps est agressé, donc il leur faut une certaine alimentation. Clairement, donc moi ce que je voulais parler d'abord, c'est justement prévention et cancer, donc durant et après, donc même après en période de rémission. Donc on va essayer de parler des trois parties parce que c'est très important de parler de la prévention d'abord, comme c'est un sujet qui peut toucher toutes les femmes, on est toutes concernées, donc il faut qu'on fasse attention dès le début. Pour ne pas... on va parler des points essentiels. Moi, quand je reçois des femmes, souvent, surtout, bon, on va pas parler d'une certaine catégorie, on va parler de toutes les femmes. En général. Exactement, mais surtout les femmes après la ménopause. Donc, toujours, j'insiste sur le fait de perdre du poids, surtout pour celles qui sont en excès de poids. Ce que je veux dire, c'est que l'excès de poids, souvent, est un très grand facteur de risque. Donc, surtout de différentes maladies chroniques, d'ailleurs. Exactement, de différentes maladies chroniques. Il y a la cardiopathie, il y a beaucoup, il y a l'insuffisance rénale. Et pour rajouter, justement, le cancer du sein. Donc, il faut faire attention. Donc, toujours, si on est en excès de poids, on essaye de perdre du poids. Et bien sûr, on répète toujours, il faut limiter les aliments transformés, il faut éviter l'excès de les fritures, les viandes mauvais gras. Même, le mauvais gras, exactement, et les sucres ajoutés, donc tout ce qui est soda. Sucre blanc. Exactement, le sucre blanc. Donc, il faut faire attention de tout cela. Exactement. Et surtout, il faut bouger. Donc, faut bouger. Toutes les femmes sont sédentaires ces dernières années puisque la voiture a pris le dessus. Donc, et c'est une très mauvaise habitude. Exactement. Moi, je me disais toujours avant de conduire que je laisserais jamais la voiture tarlebni entre parenthèses. Mais en vrai, oui, je comprends. Alors moi, perso, franchement, ça c'est une habitude que j'ai entrepris il n'y a pas longtemps. Mais je me suis rendu compte, mais qui vaut mieux tard que jamais d'ailleurs. Exactement. Donc, je laisse la voiture. Des fois, je viens à la station, je prends un taxi en fait, et après quand je sors, je pars à la maison à pied. C'est bien, c'est excellent. Alors, et croyez-moi, c'est 45 minutes de marche. Hein. Eh ben, c'est excellent. Donc, et de marche rapide, hein, parce que c'est pas la porte à côté. Hein. Eh ben, c'est très bien. Mais c'est bien, je me sens très bien après. Ben oui, la sédentarité est aussi et autant mauvaise. Il faut faire autant.
Exactement. Donc ça, c'est quand on parle de prévention. Donc surtout éviter l'excès de poids, éviter les aliments transformés, tels que les viandes transformées aussi, telles que la charcuterie, etc. Ah oui. On doit aussi bouger. Donc ça, c'est les highlights, on va dire. Manger, bouger. Manger, bouger, exactement. Après, quand on parle de cancéreuses, surtout cancéreuses, on va parler des généralités. La première des choses que je voulais dire, c'est le sucre. Donc on a tendance à écouter ou dire qu'il faut éviter le sucre carrément, car le sucre alimente le cancer. Alors, en quelque sorte, c'est vrai, mais en quelque sorte, c'est faux aussi. C'est pas bon pour la santé parce que déjà, le corps humain a besoin de sucre. Exactement, car il faut savoir que toutes les cellules, cancéreuses ou pas, se nourrissent de sucre. Donc, un cancéreux ne doit pas se priver. Il peut tout manger, mais juste en quantité, on va dire, adaptée. Donc, pour les cancéreux, moi, je leur dis, ça dépend. Donc, il y en a certaines qui sont en surpoids, d'autres qui sont malnutries. Donc, moi, j'insiste sur le suivi nutritionnel. Alors, quels sont les aliments, justement, qui renforcent l'immunité? Alors là, je parle toujours de protéines de qualité. Donc, on va parler de protéines maigres telles que, on prend des œufs, du poisson maigre, exactement. On doit éviter toujours les viandes rouges, etc. Mais du blanc de poulet, etc. Tout ça peut aider. Surtout les protéines de qualité. Et bien sûr, une assiette variée. Ça ne change pas. Une assiette variée, riche en protéines, en lipides, en glucides de qualité aussi, avec des fruits et surtout les antioxydants et les anti-inflammatoires. Qu'on retrouve surtout dans les légumes et fruits. Donc j'insiste toujours car les anti-inflammatoires, les antioxydants aident beaucoup, on ne va pas dire à éliminer, mais à prévenir et surtout à aider, surtout quand on est en période de traitement. De traitement, voilà. Et on a tendance à avoir une image de cancéreuse ou cancéreux très mal nourris, qui sont en vrai faibles. En vrai, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes en surpoids, même en obésité, à cause du traitement, exactement. Et là, moi, je dis qu'il faut un suivi sérieux de la part des nutritionnistes. Je suis sûre que c'est très important. C'est hyper important. Est-ce que dans nos services, c'est dommage, il y a la représentante de la DSP qui est partie. J'aurais dû lui poser cette question. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes dans les services d'oncologie? Oui. Alors là, Al-Hassi, il y en a. Et même dans tous les hôpitaux, il y en a des diététiciens, des nutritionnistes. Et puis même dans certains EPSP, donc les dispensaires, comme moi je travaille dans un dispensaire. Donc même toutes les cancéreuses, si elles ne trouvent pas un moyen, elles peuvent visiter, consulter, afin de rester... Parce que si on est en surpoids, même en période de rémission, on risque de retomber, de rechuter. Donc, il faut faire attention. Alors, juste une toute dernière question. Comment adapter une alimentation quand on a des nausées, quand on a des diarrhées, des constipations, alors dues au traitement qu'elles reçoivent? Alors justement, dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus des nausées ou même, on va dire, des bouches sèches. Exactement. Moi, je dis toujours, faut aller vers des aliments doux, donc selon le corps, et surtout, faut fractionner ses repas. Donc fractionner dans quel sens? Au lieu de prendre des repas bien volumineux, 3-4 repas bien volumineux, on prend des repas essentiels tels que petit déjeuner, dîner, avec des collations chaque 2 heures par exemple, des petites collations chaque 2 heures, afin d'atteindre notre ration alimentaire journalière sans aller forcément vers l'excès. Et justement, moi j'insiste, car quand on est cancéreux, on est déjà pris par le traitement, par beaucoup de choses. On n'a pas envie de manger. Exactement. Et j'insiste sur le suivi nutritionnel par un spécialiste. Lui s'occupera de tout ça. De préférence. Exactement, car le cancéreux mesquin, il n'a pas le temps de faire un plan d'alimentation. Je comprends parfaitement. J'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs femmes cancéreuses qui m'ont expliqué le problème. Donc, faut un suivi nutritionnel. C'est très important quand on a un cancer. Et pour terminer aussi, quand on est en période de rémission, donc après le traitement et tout, faut ne pas retomber dans le piège de tout manger.
Moi, je conseille toujours, et le meilleur régime au monde, le régime ou la diète méditerranéenne. Donc, c'est la meilleure. Là, ça va être toute une émission sur ça. Exactement. C'est la meilleure Voilà. diète, que ce soit pour un cancéreux, pour un diabétique ou pour une personne qui n'a aucune maladie. Notre régime, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux puisqu'il est constitué d'huile d'olive, Exactement. d'ail, d'oignons, d'herbes. D'aliments anti-inflammatoires, exactement, et de beaucoup, enfin, de fruits, de légumes, exactement. Donc, c'est ce qui fait de lui un excellent régime, on va dire. Très bien. Alors, un dernier conseil? Un dernier conseil, mesdames, bougez, mangez sain surtout, évitez l'excès de poids, j'insiste sur ça, donc on doit éviter l'excès de poids et surtout, se faire aider par un professionnel. exactement, quand on a quand on est là, il faut se faire aider par des professionnels. Très bien. Alors, ça vous intéresse, une escapade humoristique? Avec plaisir. Ah ben, on y va tous pour une escapade humoristique de souvenirs Bila Houdoud à l'honneur réalisé par notre Babi à qui on dit bonjour parce que je suis certaine qu'il est en train de nous regarder. On se retrouve juste après. الحمد لله يا ربي سلامات في اللوطو يا ربي الحمد لله شوف والله العظيم كون صرات حاجه في اللوطو ها والله ناكل كل يوم ناكل كريم كيراك هيا كي كبر كي ولا راجل ردك كيرا كريم جي عندي ولدي حميد اللوطو حوجي انا بخويا حوجي انا بخويا حوجي انا بخويا حوجي انا حميد غزرانك حميد خويا غزرانك حميد خويا غزرانك العزيز يا خويا شكون ضربه راك تلعب اخويا طايرين راكم طايرين الروبويات راهم يسوقوها بن عمي حميد خويا انا هادي شحال حميد خويا لو خات من ناي دو هالناي ناي سي كاين ربي مضروب على الناي خويا على بالك راه ضاربين اصحاب الناي خويا سافر انا خويا قال ما عندي سلامات ربي يجيب هاد السلامات شحال من لغه راه يهضرها وتقول لي ما عندها والو حميد خويا انا قلع اخويا قلع قول لي يا اخويا شحال مقيوم عليك هذا اللوطو هادي جبتها مليح راهي مقيومه غاليه اخويا غاليه يا ندور لا كلينيك خويا غالي ندور لا كلينيك هاني هضر معاك صح اخويا راني سامع اخويا راني نسمع الله يرحم بوك هذا خويا مضروب في راسه روح يهضر عندكم وسيس ضربه تاع اللوطو شوف الطريق تاع نوروشيروجي روح لي صح اختي الله يرحم بوك خوك شوفي هاد الطريق تاع نوروشيروجي هذا كان فرقعوا له راسه والاخر مش عارف جاي شاهد له ظنيت كيف تحس روحك شويه شويه قهوه تاع الصباح كي تبغيها قهوه بالحليب قهوه كحله لا قهوه كحله ترمي ديريها لي بالحليب بس تاع الحليب ماشي تاع الشهوه الحليب تاع البقره الحليب تاع البقره واش تاكل معاه كرواسون ولا باو شوكولا ولا شوفي ما تجيبي لي لا كرواسون لا با شيكولا لا والو جيبي لي حبه كحك لاكي قهوه بالحليب تاع البقره شويه كحك والفطور كاين اللحم تبغيه مدبل محمر مقلي سينيون شي الحياه اللي تساعدك لا شوفي اختي شوفي لي حاجه تاع هبره بصح قلعي الشحم ولا فوريه كثري لها الفوار باش يجي لا سابير اللي تشوفي وانا اختي مالك خويا شعرك ها هو ضربات هاد اللوطو راه مريض في راسه وانا كنت معاه راهي كتبدني الخلعه اختي ايوا واش راك باغي
شوفي اختي انا قهوه بالحليب ولا بالشوكولات ما عنديش، تكون كرواسون ملفاي وبان شوكولا واللحم على بالك لي ستاكي مدبلين اختي. تما خلط لكم كلشي في معون. خلطي كلشي. هاي. Une très belle escapade humoristique. D'ailleurs, ils sont toujours d'actualité, hein, Bilal Houdoud. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous remémore le bon vieux temps. On était tous réunis devant la télévision algérienne, surtout puisque ça passait sur la chaîne 1, justement. Donc, c'était la chaîne unique, en fait, et ce sont de bons souvenirs. Alors, au début de notre émission, je vous ai annoncé qu'on va parler de la rentrée de la formation professionnelle. Eh bien voilà, nous avons avec nous Madame Zohra Belhaj. Alors elle est directrice de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle Shahid Shakib Hasni. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça va? Très bien. Vous merci. allez bien? Très bien. Bien réveillé? Très bien réveillé, oui. Très bien. Alors, comment s'est passée la rentrée de la formation professionnelle 2025-2026? Merci pour votre invitation. Donc, pour la rentrée, cette fois, comme à chaque rentrée, alhamdoulilah, faite dans de très bonnes conditions. Nous avons pu accueillir un nombre conséquent. Conséquent, oui. Sur les offres, on avait offert 290 postes pour cette rentrée. Nous avons accueilli 335 stagiaires. Ça a dépassé carrément. Oui, oui, oui. Et ce qui nous donne un chiffre de plus de 1000 stagiaires actuellement en formation à l'Institut, reconduits et nouveaux. C'est bien. Oui, 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 très bien. Alors, quelles ont été les modalités d'inscription cette année pour la formation professionnelle? Donc, pour l'inscription au niveau, dans tout établissement de formation, les formalités ont changé. L'inscription, elle est en ligne et zéro papier. Je voulais arriver à cette... attendez, il y a un nom de la plateforme. Tekwin. Voilà. Donc, tout demandeur de formation accède à la plateforme Tekwin, www.tekwin.dz, et il peut s'inscrire dans la wilaya qu'il veut, la spécialité qu'il veut, télécharger, bien sûr, parce que la condition d'accès reste toujours le niveau scolaire. Donc, il scanne son certificat de scolarité. S'il est apprenti, il scanne aussi son contrat d'apprentissage. Il remplit, bien sûr, toutes les informations utiles à l'inscription. Et chaque jour, le conseiller à l'orientation accède à la plateforme pour valider ou demander plus d'informations. Valider l'inscription, la demande bien sûr. Et quels sont les critères justement d'inscription dans les différentes filières, dans les différentes spécialités? Oui, bien sûr, il y a des conditions d'accès. Donc, voilà. Pour les formations de niveau 5 qui sont ouvertes au sein de l'établissement. Quand vous parlez de formation de niveau 5, c'est le brevet des techniciens supérieurs. Donc, c'est la 3e année lycée. Ce qui est nouveau pour cette rentrée, c'est qu'on a eu Avant, on travaillait avec une circulaire qui exigeait un profil pour une spécialité donnée. Par exemple, conducteur de travaux bâtiments, ça exigeait un niveau de terminale scientifique ou technique ou génie civil. Pour cette rentrée, nous avons ouvert toutes les spécialités à tous les profils, c'est-à-dire un littéraire, un scientifique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière bien spécifique pour les scientifiques, pour les littéraires, pour les mathélèmes, etc. Pour tout l'accès à la formation et pour tout demandeur de formation. Peut-être que la condition majeure, c'est qu'il faut qu'il aime la spécialité. Il faut que le jeune aime ce qu'il veut faire à l'avenir avec cette formation. Et quelles sont les filières nouvelles que vous avez introduites cette année? Bon, pour les spécialités ouvertes au sein de notre établissement, nous avons programmé paysagiste,
c'est nouveau, en collaboration avec le centre de Hassibounif, c'est un centre spécialisé dans l'agriculture. Nous avons donc, mais comme, je ne sais pas si vous le savez, donc un centre de formation, il n'a pas le droit d'ouvrir le niveau 5 BTS. Donc, il rattache la formation. C'est des formations qui doivent être délocalisées, si vous voulez, si on veut dire, et prises en charge par un institut. Donc, la spécialité paysagiste qui est de niveau 5, pour préparer le brevet de technicien supérieur, elle a été ouverte en collaboration avec, bien sûr, le CFPA, mais la demande n'a pas été forte. Je ne sais pas pourquoi. Comment se fait-il pourtant, Madame Zahra Belhaj, je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut national de formation professionnelle. Donc, d'après mes informations personnelles, d'ailleurs, quand je pars acheter ou alors je suis à l'extérieur en relation directe avec ce qui se passe à l'extérieur, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bacheliers qui se sont tournés vers la formation professionnelle. Oui, énormément. Énormément. Oui. Donc, quelles sont les filières justement qui ont attiré, on va dire, ou alors attrayé ces lycéens qui ont eu leur bac, et là, ils se dirigent vers la formation professionnelle? Je pense que l'employabilité après la formation est beaucoup plus élevée dans le secteur de la formation professionnelle. Et la formation est plus courte, non? Oui, bon, la plus grande durée de formation, c'est 30 mois. 30 mois de formation. Et au bout de 30 mois, il a son brevet de technicien supérieur, il est directement sur le marché de l'emploi. Nous avons aussi un mode de formation en apprentissage qui facilite vraiment son employabilité. Est-ce que vous avez des conventions avec des entreprises nationales afin dès que l'étudiant, on va dire, dès qu'il finit sa formation, donc il est pris directement, il peut travailler, il peut être inséré facilement dans le monde du travail? Pas spécialement pour le recrutement des jeunes, mais le mode de formation par apprentissage facilite énormément l'insertion du jeune parce qu'il est placé dès le premier semestre, il est placé en entreprise, en formation, en apprentissage. Ah, donc en parallèle? Oui, et il a 2 jours de formation théorique au sein de l'établissement. Et beaucoup de jeunes qui suivent c'est la formation en mode apprentissage, il y a une très grande facilité de recrutement. Très bien, alors parlez-moi de la CDE. Oui, du CDE, le centre de développement de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, nous avons eu la chance d'être le centre pilote parmi 27 autres établissements de formation au niveau national. Nous avons ouvert le centre de développement de l'entrepreneuriat. Le premier groupe il a été formé en janvier 2025. Et nous sommes au 4e groupe. 4e promo qui est en formation. La formation a démarré le 5 octobre en parallèle avec la rentrée de la session d'octobre 2025. Nous avons donc en quoi consiste ce centre? Il est destiné aux jeunes issus de la formation professionnelle, les diplômés de la formation professionnelle du niveau 1 du CAP au niveau 5, brevet de technicien supérieur. Donc le jeune, après son diplôme, il s'inscrit et il y a une autre plateforme qui s'appelle FPCDE. D'accord. Où le jeune diplômé, il peut s'inscrire, on l'appelle pour une petite sélection, et c'est les jeunes porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise. Parce que le secteur de la formation professionnelle ne se limite plus à former et à laisser le jeune. Il le forme et il le forme encore après la formation dans l'entrepreneuriat parce que le but
de la formation en général, c'est l'auto-emploi. Alors le jeune, il est formé et il peut créer son entreprise à lui. Sa propre entreprise. Créer, bon, il a son emploi bien sûr, et créer de l'emploi pour les autres. Alors juste une dernière phrase pour clore notre rencontre. Comment se fait justement l'accompagnement de ce porteur de projet dans la formation professionnelle? Dans la formation professionnelle. Dans le programme en général de la formation professionnelle, vous allez trouver des modules, des modules sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, sur même comment établir votre CV, comment faire votre demande de formation. Ils l'apprennent au sein dans l'établissement. Ça rentre dans le cadre de la formation générale. Et comme je l'ai dit, donc le centre donc dans chaque institut de formation, il y a un CDE. La plateforme existe et tous les jeunes peuvent s'inscrire dans cette plateforme et choisir l'établissement où ils veulent suivre cette formation de 21 jours uniquement. Donc elle est prise en charge par des enseignants de l'institut qui ont été formés pour ça. Et la dernière semaine, c'est la NESDA qui les prend en charge. Et c'est une formation pratique, la création de l'entreprise, toutes les étapes. Et après cette formation de 21 jours, ils sont accompagnés mutuellement par les responsables de l'Institut ou du CDE et les cadres de la NESDA. Très bien. Merci. Pardon. Merci beaucoup, Madame Zohra Belhaj. Je le rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de formation professionnelle, juste à côté d'ailleurs. Oui, très bien. Bon vent, je vous dis. Alors, une petite escapade du 4e art. On se retrouve juste après. راني نجي نديه بعد ما تكملوا الدرس يا وليداتي قربوه قد ما تحبوا لكن جبت لكم ربي ما تمسوكش ياه ايه خزان بعد ما تكملي الدرس بعتي لي العرش بن ديفان النمسي الغالي هكذا نبرم له ودنيه مع الطريق على الدخان راي الشربه حسبني ما شفتكش ياه كي كنت تدرب ورا الشجره قاعد على الرصيف يا سيدي داير كراع على كراع وينفر ها كمي في دار طوال منه ياك يا وليدي اختي هيا الله يعاونك يا بنيتي واش كاينه؟ لو ديري مظاهره ولا واحد هو انتم راكم باغيين تلعبوا لي بخبزتي واقيلا المدير في الحوش يدور وانتم منوضين لي الحيحايه واش كاينه؟ طايبين منك يا سي منور تبقى معاهم شويه في القسم وتحكي لهم شويه على صديقك السي عكلي. يا ودي ديما يديروا هذا عفسه يا الاساتذه يدمروهم يا هما يشقلوا الصبايب ويديروا البلعاني باش ما يقراوش كيف ندير معاكم دروكي؟ نتكلموا بزوجنا على الهيكل، انا على العظام وانت على من كان حاملهم، يعني الانسان. اذا ما خفت ربي كذبني حتى انت مش جيتهم واقيلا لا؟ لو تخرج يديروا ضجه ويتغلبوا عليا سي. الله انت يا ما يتغلبوش عليك يا معلمه، انا عارفوا بعضنا بعض. المرحوم موصي على العلم ثم العلم، وانا ما عندي ما نزيد في هذا الميدان. هادو مازالهم صغار ومش عابين برك. نسرحوا سي منور يروح لشغالو. Une pléiade d'artistes qui ont participé à cette pièce théâtrale mythique, d'ailleurs immortelle, on va dire, puisqu'elle a été écrite par le défunt Abdelkader Alloula, l'un des géants du 4e art, du théâtre algérien en général et du théâtre oranais en particulier. Alors les Joued qui fait parler d'elle jusqu'à présent avec la participation d'une pléiade d'artistes, d'ailleurs on a vu à l'écran Serhat Boumediene avec à ses côtés Fadela Hachmaoui, la grande dame du 4e art du cinéma et de la télévision algérienne. Donc et juste avant d'ailleurs on
reçois et je partage le plateau avec Monsieur Abdallah Mabrak. Alors lui, il est directeur du théâtre de Mostaganem. Alors il était en train de me raconter justement ce qui s'est passé dans le temps pour cette pièce théâtrale mythique. Alors parlez-moi déjà, vous m'aviez dit que vous aviez participé à... Oui, tout d'abord, bonjour à bonjour. tous les spectateurs. Oui. Le Jouad a été monté en 84 et elle a été montée simultanément par l'association Ishara et le TRO. Ben voilà. Et pour l'anecdote, à Blida, on a joué à Blida et c'était la présence des comédiens du TRO qui étaient présents parce que le lendemain, ils allaient jouer au TNA. Ben donc voilà. pour vous dire, là c'est nostalgique ce que j'ai vu aujourd'hui. Très bien. Et là, نترحموا على سيرة بومدين. ربي يرحمهم oui. Bien sûr. اللي ماتوا et puis اللي راهم محيين ربي يطول في عمرهم oui, bien sûr. et qu'il perdure un petit peu ce quatrième art. Donc d'ailleurs un pays on le reconnaît et on le connaît surtout à travers sa culture, à travers son art, à travers ses artistes aussi. Donc ربي يطول في عمرهم. Alors vous êtes là pour nous annoncer la 56e édition du Festival du théâtre amateur qui se passe à Mostaganem, comme à chaque fois. D'ailleurs, c'est le berceau du théâtre algérien Mostaganem. Donc, parlez-nous un petit peu de cette 56e Donc là, édition. je suis venu en tant que commissaire du Festival théâtre amateur de Mostaganem. On aura l'occasion d'abriter la 56e édition qui s'est vue avec les circonstances va se dérouler du 1er novembre jusqu'au 6 novembre. Et il y a eu une présélection qui a été faite par Monsieur Zahfan Youssef, Germi Jamal, Monsieur Medda Abdallah. Et ils ont supervisé une cinquantaine de spectacles. Parmi ces spectacles, il y a 8 lauréats qui vont participer au spectacle IN et qui vont se disputer le prix de l'édition. De l'édition. Alors, quel est le programme justement établi par le commissariat du festival cette année? Il y aura combien de participations? Quelles sont les villes justement qui vont participer à ce grand événement 56 ans après? D'ailleurs, la naissance de ce festival qui perdure d'ailleurs et qui est encore vivant, donc, qui est très important aussi. Il y aura Qolia, il y aura Ain Deflad avec 2 troupes, il y aura Tibessa, et il y aura Tizi Ouzou, il y aura Boumerdes. Boumerdes que j'annonce aujourd'hui parce qu'il y a le désistement d'une association d'Adrar. Donc, parmi le classement, Boumerdes avec le retour de Yukurta, donc elle se trouve admise à cette édition. Cette année. Et je l'annonce aujourd'hui. Hein. Ah ben voilà, c'est une exclusivité au Bonjour d'Algérie. Et bon, c'est 8 troupes qui vont se disputer le IN. Il y aura le OFF. Donc le OFF pour cette édition va se dérouler à Oran et à Bel Abbas, ainsi que il y aura 2 villes limitrophes de Mostaganem qui vont recevoir le OFF. Et éventuellement, il y aura des spectacles pour les adultes, pour les enfants, et aussi on a voulu et on a insisté pour le spectacle de rue. Donc il y aura des spectacles de rue à travers la zone de Mostaganem, par exemple à Ain Tedles, à Mesra, et il y aura aussi à Mostaland. Pourquoi pas pour inciter le public à s'intéresser un peu plus au théâtre, justement, c'est le père des arts. Comme vous avez fait l'introduction, le théâtre, c'est la citoyenneté, c'est la rencontre, c'est le débat, et c'est ça. Et pour inculquer ces valeurs-là, il faut aller au niveau des gens, du peuple, même des enfants. On n'a pas voulu les priver pour cette édition, donc on est parti vers eux, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Alors, et ça commencera à partir de quelle heure? Bon, ça sera du 1er novembre au 6 novembre. Les spectacles, il y aura 2 spectacles par jour. Le premier à 16h, le deuxième à 20h30. Et les spectacles de rue vont se disputer la matinée. Donc, et on a choisi les moments où il y aura du public, dans les places publiques. Aussi, il y aura 2 demi-journées d'études.
Donc, on va traiter aussi du pourquoi du festival. Qu'est-ce qu'on veut par un festival? Quel est le but? Quels sont ses objectifs? Et quels sont les objectifs du festival? Bon, elles sont diverses. Et comment nous, on va, par exemple, en tant que commissaire du festival, quelle est notre vision? Qu'est-ce qu'on veut toucher? Donc, il y a des gens qui valorisent un petit peu ce genre de thème. Moi, je pense que pour le théâtre, il faut être un théâtre objectif, avec des objectifs. Et pourquoi pas aller vers les festivals à thème et des festivals où on va traiter, par exemple, le genre classique, on va le trouver dans tel festival. Le genre expérimental, on va le trouver dans tel festival. Le personnalisé plus un petit peu le festival. Plus spécialisé. Pourquoi? Parce que des fois, on rencontre dans un festival où il y a une multitude de pièces, mais chaque pièce, elle a une tendance. Donc, pour le jury, pour faire valoir une ou deux pièces, donc ça sera une tâche difficile. Très bien, alors une toute dernière question. Alors, quels sont les membres du jury cette année? Bon, les membres du jury, je ne veux pas les décliner. On va les annoncer le jour de l'ouverture. Ah, d'accord. Mais il s'agit de personnalités du théâtre au niveau national. D'ailleurs, la liste se trouve au niveau du ministère. Et par le biais On ne peut pas la divulguer maintenant. C'est trop tôt. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ils vont être sollicités, ils vont être intimidés. Donc, je préfère garder l'anonymat sur les jurys. Mais j'assure que chacun a sa spécialité. Très bien. Chacun d'eux a une spécialité. Et c'est pour ça qu'on l'a fait parmi les membres. Ce qui veut dire que notre rendez-vous, il va encore être renouvelé dans quelques jours, on va dire, puisque le festival du théâtre amateur en sa 56e édition, il commencera le 1er novembre. Oui. C'est symbolique, le 1er novembre. Oui, écoutez, on est toujours dans l'anniversaire de la Révolution. Du 70e, de la 70e année du déclenchement de la Révolution, le 1er novembre. Et vous savez, la date n'a pas été définie en ce sort. Donc, il y a eu des conséquences qui nous ont poussé à mettre telle date parmi... Mais c'est bien tombé d'ailleurs. C'est bien tombé, bien sûr. C'est bien tombé. Bien sûr. Et c'est bon aussi pour les jeunes d'ailleurs. Oui, écoutez, cette année, moi, je mise sur la présence des étudiants, plus, parce qu'ils vont être au niveau des universités. Et là, un travail de proximité va être fait pour les ramener au théâtre et pour qu'ils puissent suivre les pièces théâtrales. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Abdellah Mebrak. Alors, je le rappelle que vous êtes commissaire du festival cette année, mais aussi vous êtes directeur du théâtre de Mostaganem, le mythique théâtre de Mostaganem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation de l'Ardek Saha. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, une escapade musicale et on se retrouve juste après avec notre plateau artistique que vous allez découvrir. Deux artistes et pas des moindres, tout de suite. سلطانة في قلبك أنا سلطانة ورد عليا ويلا راني غلطانة مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك ومشيت معاك على نار وجمر وشواك مو حل ننساك قلبي في صميم بغاك مشيت معاك على نار جمر وشواك ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا ديما نبقى في عيني حتى وحدة ما تبغي ماما كيفي أنا ولا لا لا سلطانة في قلبك أنا سلطانة رد عليا ويلا راني غلطانة سلطانة في قلبك أنا سلطانة ورد عليا ويلا راني غلطانة لا ما راكيش غلطانة
ما يتبدل اسمك في البال ولو شفت محان وهوال حبي الاول ما يحول ما يتبدل ديما نبقى في عيني حتى وحده ما تبغي ماما كيفي انا لا 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 السلطانه ديما نبقى في عيني حتى وحده ما تبغي ماما كيفي انا ولا لا لا السلطانه في قلبك انا سلطانه رد عليا ويلا راني غلطانه سلطانه في قلبك انا سلطانه رد عليا ويلا راني غلطانه سلطانه في قلبك انا سلطانه رد عليا ويلا راني غلطانه Sultana, Enti Sultana. Alors moi, Sultana, notre invitée Sultana et toutes les femmes algériennes sont des sultanettes. Elles sont des reines chez elles et dans leur pays. Alors une très très belle chanson interprétée par une très belle voix de Tlemcen. Alors Myriam Ben Allel avec sa sublime voix qu'on salue d'ailleurs à travers Bonjour d'Algérie. C'est une amie de la télévision algérienne. D'ailleurs, on l'a reçue plusieurs fois sur les plateaux, que ce soit en soirée, pendant les fêtes ou alors même ici même au Bonjour d'Algérie. Alors comme je l'ai annoncé tout au début, c'est un plateau typiquement artistique puisqu'on reçoit deux invités et pas des moindres. Alors bien sûr, galanterie oblige, on commence par la junte féminine. Alors avec notre artiste plasticienne Melika Lakhdari, bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Très bien, vous merci. Allez bien? Très bien. Un plaisir de vous rencontrer enfin. Plaisir partagé. Je vous remercie de m'avoir invité pour ce plateau. Merci. Alors, marhaba bik. Et bien sûr, je vous ai annoncé tout au début aussi qu'on allait recevoir un jeune designer, alors issu de l'immigration, qui a décidé de revenir dans son pays natal. Pour investir ici même, donc, et il nous fait des modèles. Alors, vous allez, quoique, je vais laisser la surprise en fait. Hein. Donc, c'est Monsieur Lakhdarouali, designer. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va, merci. Tu vas bien? Très bien, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Et vous m'avez tellement bien vendu que j'ai rien à dire maintenant. C'est bien dit. Le plaisir est partagé d'ailleurs, et marhaba bik d'ailleurs. Très bien, alors on commence par, tiens, aujourd'hui, je vais enfreindre un petit peu à la loi. Bon, la présentation, ça a été un petit peu la junte féminine on a commencé avec la junte féminine, mais là, on va commencer avec le designer qui nous vient de loin. D'ailleurs, ça va. Comment se fait-il que vous avez eu cette idée de revenir au pays et de, on va dire, de faire votre projet en tant que jeune ici même en Algérie? Donc, quoique vous venez juste de Belabès, hein, à quelques kilomètres. 1 heure, oui, exactement. Bah, franchement, pour vous dire la vérité, j'ai toujours aimé l'Algérie. Je viens en Algérie depuis que je suis tout petit et ça a toujours été mon rêve de revenir en Algérie pour créer un projet qui soit lié à ce que je fais, c'est-à-dire la mode. Donc voilà, là j'ai créé la marque Faubourg de Paris. C'est une marque que j'ai créée à partir d'un livre que j'ai découvert à Montmartre. Et c'est des collections qui s'inspirent de l'art, de l'histoire et de la spiritualité. Et beaucoup de l'histoire de Paris, beaucoup des quartiers de Paris, de l'âme de Paris. C'est tout à fait normal puisque vous y êtes né. D'ailleurs, vous avez passé votre enfance, votre jeunesse, etc. à l'étranger. Mais ce qui est bon aussi, c'est que vous avez été imprégné par une culture algérienne, par des parents algériens qui vous ont inculqué justement cette culture algérienne, qui est très belle d'ailleurs. Hein. Qui est magnifique. Donc, et vous nous avez ramené d'ailleurs un des modèles de t-shirt, mesdames, messieurs, mes jeunes, les jeunes. Alors c'est un t-shirt un petit peu contemporain, moi je dirais. Hein. Bah, en fait, c'est un t-shirt qui allie à la fois le passé et le futur. Avec ça. C'est ça. C'est pas déchiré. Hein, non, justement, c'est des entailles. C'est fait pour. Hein. C'est fait exprès. D'ailleurs, on l'avait utilisé pour la New York Fashion Week. Et en fait, on fait des entailles sur les bords pour créer un design qui soit plutôt anticonformiste et qui soit très urbain, en fait. Alors, est-ce que vous allez vous inspirer de ces t-shirts-là que vous allez faire ici en Algérie, ou alors vous allez un petit peu changer votre style de mode, de design à notre culture, à notre éducation, à notre... Franchement, c'est une très bonne question. Non, je dois m'adapter au marché, je dois m'adapter aux personnalités du peuple.
Moi, pour vous dire la vérité, je vais m'inspirer beaucoup des À notre culture Ouais, aussi. votre culture, exactement. Je vais m'inspirer des caftans. Parce que moi, j'aime beaucoup le style caftan. C'est magnifique, le caftan algérien, c'est magnifique, c'est royal. Donc imaginez, je vais essayer de faire des pièces mi-caftan, mi-futuriste. Voilà, et j'aimerais d'ailleurs participer à la Oran Fashion Week d'ailleurs pour présenter ces pièces. Donc voilà, j'ai envie de allier l'histoire. Vous êtes en pleine réalisation? Ouais. Exactement. D'ailleurs, j'ai même envie de créer un atelier ici en Algérie avec des couturiers pour faire du Made in Algérie. Très et pouvoir bien. exporter à la fois en Algérie mais aussi en France. Et, enfin, à l'international, bien. c'est pas juste. Oui, parce que je pense que en l'Algérie- Europe en général, on va dire. Dans le monde même, c'est pas que l'Europe, vraiment dans le monde, parce que je pense que l'Algérie a vraiment un savoir-faire et une âme qui doit transpirer dans les designs, une personnalité forte que j'ai envie qu'on retrouve et qui mérite d'être partagée au monde. Vous voyez? Très bien, alors quand on parle d'art, c'est pas uniquement le design, c'est pas uniquement la mode, mais aussi des tableaux qu'on met chez nous, alors qu'on apprécie aussi, puisque j'ai vu des couleurs magnifiques. Moi, j'adore l'abstrait, donc et aujourd'hui, merci à Ilyes Benziyen d'ailleurs qui vous a contacté, qui vous a, on va dire, détecté, qui a détecté cet artiste, c'est Melika Lakhdari qui est avec nous. Alors vous, d'après ce que j'ai vu vos tableaux qui sont magnifiques d'ailleurs, c'est l'abstrait. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Melika Lakhdari déjà? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude avant d'arriver justement à confectionner et à réaliser ces jolis tableaux? Est-ce que vous avez fait les beaux-arts? Oui, j'ai fait les beaux-arts. Alors, je suis artiste peintre autodidacte de départ. Et par la suite, j'ai fait l'école des beaux-arts, donc le cursus académique classique. Et par la suite, je me suis lancée directement au niveau de mon atelier avec mes créations et mes collections. Donc j'ai lancé le projet Tita, qui est le développement d'une marque de tableaux d'art destinée pour les intérieurs algériens. Et faire en sorte d'intégrer les œuvres d'art en Algérie, dans les foyers algériens, faire en sorte que le public algérien puisse accéder à des travaux picturaux artistiques avec beaucoup de lumière, beaucoup de transparence, beaucoup de dynamique dans leurs intérieurs actuels, puisque le public algérien il a beaucoup évolué par rapport à ses développements, à ses styles, à ses goûts. Donc du coup, nous, on a essayé de s'adapter par rapport à ça. D'ailleurs, on est en train de voir une très belle œuvre qui est juste là, où la couleur bleue qui a pris on va dire, le dessus de tout le tableau. Donc, parlez-nous un petit peu de votre choix des couleurs. D'ailleurs, on voit des tableaux qui sont égayés par des couleurs magnifiques. Donc, vous êtes allé vers du clair, vers le rouge, le rose, l'orange, le jaune, donc le marron, le beige aussi. Donc, couleur soleil, après couleur mer. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces choix-là? Alors, l'identité artistique de Tita, elle ne se limite pas à un seul style. On s'est accordé, et je me suis accordé la liberté de créer plusieurs collections. Tout dépend de mes états d'esprit, tout dépend des gens que je rencontre, les espaces que je visite. Et à partir de là, ce qui m'inspire, je recrée des pièces de mes échanges avec les autres, de mes échanges avec les lieux que je visite. Et également des pièces selon mes états d'inspiration. Justement, alors j'allais vous poser la question, est-ce que vous travaillez à l'instinct ou alors vous avez, on va dire, un élément déclencheur de votre... Les deux. D'accord. Les deux. Et ça se ressent. On ressent certaines pièces qui sont faites instinctivement. Donc là, il n'y a pas de contrôle sur le tableau. On lâche la couleur, on lâche les émotions, on lâche les envies, la lumière, et on laisse faire. Et à partir de là, on découvre ce qui sort de notre propre instinct. Et après, on a des échanges avec les gens qui peuvent nous inspirer. Et à partir de là, c'est des éléments déclencheurs. Est-ce que vous imaginez d'abord votre tableau avant de le commencer? Pour certaines collections, oui. D'accord. Pour certaines collections, oui, c'est déjà en tête. Donc, c'est à moi de réfléchir sur le procédé technique, l'impact que ça a sur moi, sur le public qui va voir cette œuvre-là. Placer l'œuvre à un niveau esthétique qui est très poussé. Je mets en avant la beauté des belles pièces, je mets en avant les belles émotions. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de couleurs. Justement, alors j'ai vu, d'ailleurs on est en train de voir à l'écran les belles couleurs, le jaune, l'orange, le rose, le mauve, le parme. Là, c'est une panoplie de fraîcheur justement qu'on met chez nous à la maison. Dynamique. Alors, non seulement c'est de l'abstrait, mais qui exprime beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous exprimez à travers vos créations abstraites?
Alors, par exemple, vous avez le tableau qu'on vient de voir maintenant à l'écran. C'est la collection Maturity. Donc, c'est une collection qui est travaillée à partir de beaucoup de jets de couleurs. C'est très instinctif. Ça part, c'est de la non-réflexion. On se lâche. Et à partir de là, on se restructure et on se reprend. C'est du vécu de maturité. Donc, on avance dans la vie, on avance, et après on se restructure et on reprend notre personnalité et notre position. Ça reprend le même principe métaphoriquement en couleur. Alors parlez-moi de Melika Lakhdari, la personne, et Melika Lakhdari, l'artiste plasticien. Est-ce que c'est la même? Est-ce que ce sont les mêmes émotions que vous exprimez? Oui, avec autant de dynamique, de vivacité, de lumière. Je vis les choses passionnément au quotidien. Beaucoup de positivité, à la recherche de beaucoup de calme. Il y a beaucoup de découvertes. On peut découvrir pas mal de choses juste autour d'un café. On peut découvrir un échange avec des enfants. On peut découvrir quelque chose en sortant, juste en partant à la nature. On peut découvrir qu'est-ce qu'il y a des plus beaux de la création. Donc ça peut être inspirant pour moi. Donc je suis tout le temps dans mon âme artistique, dans la vie du quotidien. Après, vous avez Melika Vous êtes Lakhdari, artiste, comme on dit, jusqu'au bout des doigts. Oui, oui, c'est au quotidien, c'est la vie de tous les jours. Très bien, donc avant de nous quitter, bien sûr, je reviens vers vous. Alors, vous avez décidé de revenir en Algérie pour monter votre projet, en fait, ici même. Alors, vous allez le faire où? Oran, Belabès? Alors, c'est aussi une très bonne question. Vous posez que des très bonnes questions. Je suis très curieuse, en fait. Oui, c'est bon. Je vais faire à Oran, parce que j'aime beaucoup Oran. Et j'ai aussi fait une partie à Sidi Bel Abbès. Mais le cœur de la commercialisation se fera à Oran. Et vous êtes originaire de quelle ville? De Sidi Bel Abbès. Ah d'accord, Ouais, ok. toute ma famille vient de Sidi Bel Abbès. Très bien. Voilà. Et comment se fait-il, qu'est-ce que vous avez fait comme études avant d'arriver au design? Au début, j'ai fait des études d'entrepreneuriat. Et après, je me suis, comment dire, j'ai été converti? plutôt, ouais, pas vraiment converti. J'ai toujours eu cette âme un peu artistique, créative. En autodidacte, j'ai commencé à faire des collections, des pièces, et j'ai intégré une école de mode à Paris. Et après, je me suis lancé. Est-ce que votre parcours professionnel influence-t-il votre côté artistique? Oui, d'une certaine manière, parce que quand on crée des pièces, que ce soit des pièces de mode, que ce soit des tableaux, il faut toujours savoir un peu vendre, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir donner envie aux autres de découvrir ce qu'on fait. Donc oui, ça sert pleinement, ça c'est sûr et certain. Alors Lakhdari en tant que personne, Lakhdari en tant qu'artiste. D'ailleurs, mon nom d'artiste c'est Lac. C'est Lac. Ah d'accord. Lac, le diminutif de Lakhdar. Ah d'accord, c'est Lac, ouais, diminutif de Lakhdar, de Lakhdar. Le verre. Je plaisante, Non, juste je plaisante. C'est ça, exactement. Donc c'est le diminutif de mon vrai prénom, c'est Lac. Voilà. Très bien, donc on arrive à la fin de notre petite rencontre, on va dire, mais elle était tellement fructueuse et tellement artistique. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de voir un petit peu et de découvrir vos tableaux artistiques, très jolis d'ailleurs. Bonne continuation, oui. Est-ce qu'il serait possible de faire une petite dédicace, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas? J'aimerais faire une dédicace au rappeur Flood de Sidi Bel Abbès. Oui, d'ailleurs, on l'a reçu plusieurs fois sur le plateau. Qui est un très talentueux artiste et un très bon ami, et avec qui on va faire un projet très bientôt à Sidi Bel Abbès, nouveau clip vidéo. Donc voilà, si à l'occasion vous voulez me réinviter, ce sera avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour, on va dire. Très bien. Et bon vent pour votre projet. Merci beaucoup. Alors, je vais vous proposer, je vais vous offrir avec toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran, de la station régionale d'Oran, alors une très belle chanson mythique. Alors, ça va vous ramener, vous emmener dans le plus profond de votre enfance. Alors, une très très belle chanson.
L'aide Radiji Bouha demain. Alors demain le match contre la Somalie à 17h. Et bien comme je vous l'ai annoncé au début d'ailleurs, aujourd'hui nous recevons un ex-international qui lui aussi d'ailleurs il va vous plonger dans l'ambiance de l'équipe nationale. C'est Reda Assemi qui est présent avec nous, ex-gardien de but, ex-international. D'ailleurs il a fait les beaux jours de l'équipe nationale. Bonjour Reda, ça va? Salam alaikum, bonjour. Vous allez bien? Très très bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est partagé et ça me fait plaisir d'être parmi vous et en souhaitant que ça se passe bien par rapport à cet événement qui est très important pour nous. D'ailleurs, quand on parle de l'équipe nationale, on sait qu'actuellement, elle est la première classée dans le groupe G, donc, et la Somalie reçoit l'équipe algérienne, ici même au stade Miloud Hetfi, d'ailleurs, parce que la Somalie n'a pas de terrain. Voilà, c'est par rapport au terrain, ils ne sont pas habilités à recevoir des matchs internationaux d'ailleurs, donc c'est l'Algérie. Alors la fédération algérienne avec la fédération somalienne, donc ils ont fait un accord pour que la Somalie reçoive à Oran l'équipe nationale. Donc l'arrivée de l'équipe nationale, c'est ce matin. L'équipe somalienne, c'était hier soir qui est arrivée à Oran. Alors Reda Assemi, vous avez vécu ces moments-là, c'est la veille du match. Est-ce que vous pouvez nous transmettre un petit peu ces sentiments, on va dire, moi personnellement, hein, je ne suis pas footballeur, mais moi je ressens un petit peu de la peur, mais de la joie parce que je sais, je fais confiance en nos joueurs et je sais qu'ils vont gagner le match. C'est très important déjà d'être d'être international et jouer pour le drapeau national, c'est primordial. Et en plus, on a un public qui aime l'équipe nationale, qui aime les bons résultats. Et la veille, c'est vrai que tu es excité, parce qu'il y a une qualification qui se joue ce jeudi-là. On sait que si on gagne, on a cette chance, c'est vrai, de jouer à Oran. Je veux dire chez nous, en tant qu'Algériens, déjà c'est un honneur pour nous. Et de jouer ce match-là, c'est pour la qualification, parce qu'il reste 2 matchs. Et on a la chance de jouer ce match-là pour se qualifier au mondial. Contre la Somalie et le Cameroun. Non, pardon? Le prochain match. Il y a le Mozambique, voilà. On va jouer le dernier match au Mozambique, c'est-à-dire normalement c'est au Maroc. Et on a cette qualification qui sera la 5e fois dans l'histoire de l'équipe nationale, donc c'est très important. L'Algérie s'est qualifiée 82, 86 et en 2010 et en 2014 au Brésil. Donc, on a un fardeau et pourquoi pas cette 5e qualification. Très lourd et il restera toujours un match pour nous difficile, même si le Somalie qui n'est pas qualifié, qui est dernier, mais ça reste un match très très important. Donc, il faut qu'on soit présent avec bien sûr l'engouement du public qui sera derrière eux. Ça c'est sûr. Tous les Algériens sont imprégnés pour l'équipe nationale, sont imprégnés du football algérien, que ce soit des femmes, les enfants, les hommes. Ils sont tous derrière cette équipe nationale qui fera notre honneur, qui fera notre bonheur aussi demain à 17h, je le rappelle, au stade Miloud Hetfi. Alors, quand on parle de l'équipe nationale somalienne, d'ailleurs, nous avons pu avoir, à travers notre journaliste de l'unité de sport, voilà, nous avons les images qui défilent des joueurs, de l'équipe, du staff de la Somalie, voilà. Merci à Amin Bakadouri qui nous a ramené ces images. Merci beaucoup à lui d'ailleurs. Alors, qu'avez-vous à nous commenter sur ces images, vous, en tant que professionnel, en tant qu'ex-international? Déjà, qu'il soit la bienvenue, parce que l'Algérie a été toujours hospitalier par rapport à l'accueil des équipes. En plus de ça, on a la chance de jouer à Oran avec le travail de la fédération algérienne qui se sont, trouvé un accord qui joue à Oran.
Franchement, c'est un événement historique pour nous, même l'Oranais et l'Algérie en général. Donc jouer ce match-là, avoir la qualification, Inch'Allah, qui sera pour, Inch'Allah, nous on y croit à 1000%, on est derrière cette équipe nationale. C'est très important pour l'Algérie, pour la 5e qualification en Coupe du Monde. Je pense que c'est un événement à vivre et tout le peuple il sera derrière cette équipe. Alors l'équipe nationale a connu beaucoup de hauts et de bas, des changements, on va se dire, des nouvelles recrues, des absents, que ce soit blessures ou alors on ne les a pas rappelés peut-être. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des présents, des nouvelles recrues, des absents aussi? Je pense que le coach Petrovic, il a fait une sélection pour ce match-là. Je pense qu'il y a des nouveaux joueurs. Il y a comme le gardien Zidane Luka et comme un joueur aussi talentueux qui est Bounani. Donc je pense que c'est une équipe homogène. Donc ce que nous on attend en tant qu'anciens joueurs, on attend une équipe qui est rajeunie, bien sûr qui sera derrière eux des anciens statuts dans cette équipe. Donc on y croit parce qu'on a la confiance au staff technique. Il faut qu'on voit un vrai visage de cette équipe nationale. Il faut que le spectacle sera dans le terrain et bien sûr et en dehors. Il faut qu'on voit cette équipe qui joue. Et on y croit parce qu'on veut aller dans cette Coupe du Monde-là qui se jouera bien sûr au Canada et au Mexique. Et en plus de ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Et ça sera dans la première fois dans l'histoire du football du FIFA qu'il y aura 48 équipes. Donc on a la chance de faire partie de ces 48. Inch'Allah qu'on sera. Donc les 10 nations qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde africaine, bien sûr. C'est une chance inouïe. Il y aura cet événement qui se jouera le 11 juillet jusqu'au presque 40 jours jusqu'au 19 juillet. Donc c'est un moment à vivre. On y croit pour cette équipe nationale. On croit pour le travail. Il faut qu'on travaille. On aura des cœurs qui vont palpiter. C'est clair et net. Alors, Reda Assemi, vous avez occupé justement le poste de gardien de but. Alors que actuellement, la nouvelle équipe nationale, d'ailleurs, on est en train de voir des images. Donc, on vient juste d'avoir une nouvelle recrue, un nouveau gardien de but, Luka Zidane. Donc, que pensez-vous de cet élément qui va rajouter c'est une valeur à ajouter à l'équipe nationale? C'est une vision pour l'équipe nationale et surtout pour le staff technique. Donc pour faire un choix, surtout le poste de gardien de but. Parce que le poste de gardien de but, à l'image des anciens gardiens, moi je parlerai toujours de l'image de que ce soit Serbah Mahdi, que ce soit Drid Nasraddin, les Gaoui, surtout la dernière version c'était de Mboulhis qui nous a rapporté dans cette équipe nationale. C'était pour nous une rassurance. Et c'est qu'on a besoin de voir un autre visage, surtout pour le poste de gardien de but qui est un poste très très sensible. On a envie de voir aussi un nouveau Mboulhi. Pourquoi pas, il y a les 4 gardiens ou 5 gardiens je pense. Donc c'est une responsabilité. Il faut qu'on fasse le meilleur choix et que le poste, il faut qu'il soit déjà délégué au départ. Il y a le premier gardien, le deuxième gardien et le troisième gardien. C'est très important pour l'équipe nationale. Alors vous, en tant qu'ex-international, vous avez occupé ce poste très important. Comment vous vous prépariez justement pour ces matchs décisifs? Votre préparation se faisait de quelle façon? Moi, je rends hommage au jour d'aujourd'hui à mon staff technique de cette équipe nationale quand j'ai joué. Il y avait Serbah Mahdi, l'entraîneur de gardien de but. Ouais. Il y avait Mahdaoui Rabbi Rahmou qui nous a vraiment enseigné, qui nous a franchement la valeur de l'Algérie, c'était jouer pour le drapeau. Et sans oublier Eril Meziane. Donc on avait une âme dans cette équipe. On était des frères et c'est très important d'avoir. Il faut qu'on voit l'image du public. On le voit qui transmet aux joueurs. On a besoin, on a une adrénaline en tant qu'Algérien. Moi, je parle de l'Algérie et il faut qu'ils la transmettent. Il faut qu'on voit une seule équipe. Quand on voit les bancs de remplaçants, on voit des joueurs vraiment avec cette dynamique-là. Et c'est un travail bien sûr de staff technique et c'est un travail qui est très important. J'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe nationale. C'est un honneur et un plaisir quand tu vois l'hymne national, tu as la chair de poule. C'est pas possible autant qu'Algérien. C'est pour ça que le jeudi, on a, Inch'Allah, on voit un bon spectacle, que cette équipe nous fait plaisir et honneur. Et qu'est-ce qui est important pour un joueur international qui représente son pays, qui va jouer devant des millions de téléspectateurs, des millions d'Algériens? Donc, qu'est-ce qui est important pour lui à ce moment-là? Est-ce que c'est l'aspect physique ou alors l'aspect mental?
Tout est dedans. Parce que l'athlète de haut niveau, c'est pour ça qu'on parle de professionnalisme au jour d'aujourd'hui, il faut que tu sois prêt mentalement, physiquement, avoir de l'ambition. Il faut que tu sois justement sur le terrain, c'est une autre personne. Parce que des fois, on voit en dehors quelqu'un, je veux dire un ancien joueur ou un joueur qui joue, c'est vraiment un paramètre vraiment différent. Une fois tu rentres dans le terrain, c'est une adrénaline. Et je pense que ça se transmet par le public et les joueurs et bien sûr le staff technique. Ils font un travail énorme sur la préparation psychologique. Et quel est le match qui vous a marqué le plus avec l'équipe nationale? Tous les matchs, moi le Ghana, ça restera dans ma vie, dans ma carrière, la qualification contre le Ghana, une grande nation du football et nous on était encore jeunes. Donc ça restera l'événement fort jusqu'à la fin de ma carrière. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on y voit dedans dans cette équipe nationale. En tant qu'Algérien, on est fiers. Et on sera là, je veux dire, les soutenir et faire le dua, bien sûr. Alors, une anecdote de votre carrière, une petite anecdote qui vous est arrivée comme ça, qui vous est restée en tête. On a fait un match nul contre le Togo et tout le public il est rentré dedans. Et ni joueur ni entraîneur ils commençaient à nous toucher, ça restera gravé. C'était bizarre. Donc en Afrique, c'est vrai que pour d'être international pour eux, c'est une chance. Donc le public il est rentré et on a fait un match, je pense, un match nul 0-0. Et pour nous, on était, si on rentre à la maison au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, c'était un événement rigolo. Après, ça s'est bien passé. Dieu merci, alhamdoulilah. Un joueur qui vous a marqué? Toute la carrière? Pour moi, notre idole, ça restera toujours l'Akhdar Belloumi. Ça, on peut pas. Moi, pour moi, il restera toujours. Il y a des grands joueurs que j'ai beaucoup de respect. Belloumi, c'est Belloumi. Pour moi, Hassan Almas. Il y a d'autres grands joueurs. Miloud Hetfi qui restera gravé. Il y a Freha. Il y a franchement énormément de joueurs algériens qui nous ont. Il y a Makhloufi. Il y a d'énormes joueurs que si je vais citer, donc il n'y aura pas le temps par rapport à ça. Donc ils nous ont fait honneur. Ça nous fait plaisir de parler d'eux. Et je rends toujours hommage dans cette génération qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, qui sont décédés, Rahma, à tous les anciens joueurs et les entraîneurs qui se sont donnés pour cette nation qui sera toujours plaisir et honneur. Donc faites plaisir, faites honneur à cette génération. Alors vous, Reda Assemi, en tant que joueur, quel est le conseil que vous donnerez éventuellement au gardien de but qui va jouer demain à 17h? Déjà, sans stress. Il faut préparer le match. Je pense que c'est des gardiens de but qui ont fait leur formation. Et les entraîneurs de gardiens de but, bien sûr, D'ailleurs, vous êtes entraîneur de gardien. C'est clair. L'approche d'entraîneur de gardien par rapport au groupe, il n'y a pas que le numéro 1 qui va jouer. Parce que pour nous, c'est les 3 et les 4, 5 gardiens. Il y a un état d'esprit. Parce qu'on forme le numéro 1 qui va jouer. Il va jouer pour lui. Et pour le coach et bien sûr pour les gardiens de but qui font un travail énorme. Donc une préparation psychologique, physiquement il faut qu'il soit au top et donner confiance à son gardien de but, que ce soit préparation la veille ou avant-veille et surtout le jour J. Le jour J, il faut qu'il soit vraiment décontracté et bien sûr il y a le côté tactique et technique et préparer tout ce qui est visionnel par rapport que ce soit pendant le match, la qualité de l'adversaire. Donc je pense ça là-dessus, j'y crois beaucoup au staff technique, on lui souhaite bon courage. Très bien. Donc, merci Reda Assemi. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie d'Oran en cette matinée de mercredi 8 octobre. Donc, on se prépare tous à supporter notre équipe nationale si glorieuse. D'ailleurs, vous avez fait partie de cette équipe nationale. Vous avez senti justement ces émotions juste avant le match. Un match décisif. C'est très important quand même pour les joueurs. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous quitter, avant de rendre l'antenne, donc tout le staff de la station régionale d'Oran, à leur tête, monsieur le directeur Taha Chaben, on présente nos condoléances à toute la famille sportive et personnelle de Djilali Selim. Alors, une légende du CRB, un ex-attaquant de international, donc Rabbi Yarhamou ou Youssa Ali. Alors je le rappelle que le match sera diffusé demain sur la chaîne 1 à partir de 17h. Soyez au rendez-vous, on sera tous devant nos postes de télévision. Bon courage.
صنديد رقم 2 وشاطر و3 صنديد خط الدفاع يحير عرفوا جدار